And now, Il avait tout. La gloire, l'argent, l'amour du public. Chaque apparition de Claude François déchaînait des foules en liesse, et son nom résonnait comme celui d'une idole intouchable. Mais derrière les sourires et les lumières se cachait une réalité beaucoup plus troublante. Des colères imprévisibles, des rumeurs dérangeantes et surtout une fin aussi brutale qu'inattendue. Était-il vraiment l'homme que la France croyait connaître ou bien un personnage façonné par ses propres démons? Et pourtant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pour comprendre comment un artiste adulé est devenu une légende entourée de mystères, il faut revenir au tout début. Claude Antoine Marie-François naît le 1er février 1939 à Ismaïlia, en Égypte, au sein d'une famille franco-italienne. Son père, Aimé François, est un haut fonctionnaire travaillant pour la Compagnie du Canal de Suez. Sa mère, Irma, d'origine italienne, lui transmet la passion de la musique et du chant. Le jeune Claude grandit donc dans une atmosphère à la fois stricte et cosmopolite, bercé par les sonorités orientales et les valses européennes. Mais l'insouciance de l'enfance est brutalement brisée. En 1956, la nationalisation du canal de Suez par Nasser bouleverse la vie de la famille François. Le père perd son poste, la famille doit quitter l'Égypte en urgence et s'installer à Monaco dans une précarité nouvelle. Pour Claude, c'est un choc. Lui qui connaissait une enfance dorée découvre soudain la fragilité du destin. Cette rupture marquera profondément son rapport au travail et à la réussite. Il ne pardonnera jamais l'idée de perdre ce qu'il a acquis. À Monaco, l'adolescent développe son goût pour la musique. Il apprend le violon, puis la batterie, et se rêve déjà artiste. Mais son père, autoritaire et rigide, désapprouve fermement. Pour lui, la musique n'est pas une carrière, mais une distraction. Claude se heurte donc à une double exigence, l'ombre écrasante de son père et la nécessité de réussir coûte que coûte pour sortir sa famille des difficultés. C'est dans ce contexte qu'il se lance dans la chanson. À la fin des années 1950, il commence à se produire dans des orchestres locaux, d'abord comme batteur, puis comme chanteur. Son charisme, son sourire et son énergie font rapidement la différence. On remarque chez lui une obsession du détail. Il répète inlassablement, surveille chaque geste, chaque note. Déjà, il impose une discipline quasi militaire à ses musiciens. En 1962, Claude François signe son premier grand succès avec « Belle, belle, belle », adaptation française d'un tube américain. Le public français découvre alors ce jeune homme blond, élégant, qui incarne à la perfection l'air du temps. La vague yéyé déferle sur la jeunesse, et Clo-Clo devient l'une de ses figures les plus éclatantes. Le succès s'enchaîne. Si j'avais un marteau, en 1963, cette année-là, en 1976, et surtout une multitude de shows télévisés où Claude François impose sa marque. Ses chorégraphies millimétrées, ses costumes brillants et les fameuses Claudettes, ses danseuses, créent un univers unique, inspiré du show business américain, mais adapté au goût français. Le public est conquis. Cette ascension fulgurante nourrit une image publique flamboyante, celle d'un chanteur à la mode, toujours souriant, toujours entouré de paillettes. Mais déjà, dans les coulisses, apparaissent des fissures. Ses colères, ses exigences et ses obsessions commencent à inquiéter son entourage. Comme si, derrière l'homme qui faisait danser la France entière, se cachait une fragilité, prête à se fissurer au moindre choc. Et ce choc, inévitablement, finira par arriver. Le 11 mars 1978, la nouvelle tombe comme une déflagration. Claude François est mort. L'annonce paraît irréelle. À 39 ans, l'idole de toute une génération s'éteint dans son appartement parisien de l'avenue Kléber. La version officielle est vite donnée. Une électrocution dans sa salle de bain alors qu'il tentait de redresser une applique murale. Un geste anodin, un hasard cruel, une fatalité domestique. Mais très vite, ce récit trop simple soulève l'incrédulité.
Car comment admettre qu'un homme obsédé par le contrôle, maniaque du détail, puisse mourir d'un accident aussi banal? La stupeur des premiers instants se transforme en doute, puis en suspicion. La mort de Claude François ne sera jamais seulement un fait divers. Elle devient une énigme nationale, un miroir de toutes les contradictions de sa vie. Dès les premières heures, la presse s'emballe. Les uns rappellent son perfectionnisme maladif, cet artiste qui exigeait que tout soit impeccable, des costumes repassés au millimètre jusqu'à la couleur exacte des projecteurs. Difficile d'imaginer qu'il se soit risqué à manipuler une installation électrique les pieds dans l'eau. D'autres évoquent, au contraire, un homme épuisé, rongé par l'insomnie, les tensions, la peur constante de décevoir. Dans un tel état, l'erreur est possible et l'accident plausible. Mais cette banalité choque, elle paraît indigne de l'icône. Alors les hypothèses naissent, et avec elles, une multitude de récits concurrents. Certains avancent la thèse d'un suicide déguisé. Ils se souviennent de ses crises de panique, de sa nervosité, de son incapacité à se relâcher. Claude François avait tout, la gloire, l'argent, l'amour du public. Mais derrière les sourires, il vivait sous une tension permanente, prisonnier de l'image qu'il avait construite. L'idée d'un geste désespéré hante l'imaginaire collectif, même si rien ne l'a jamais confirmé. D'autres, plus sensationnalistes, évoquent un complot. Car Clo-Clo n'était pas qu'un chanteur, il était aussi un homme d'affaires redoutable, maître de ses droits d'auteur, patron d'un label et d'un magazine. Dans l'univers impitoyable du show business, certains imaginent qu'il s'était fait des ennemis. Aucune enquête n'a jamais corroboré ces soupçons, mais leur simple existence entretient le mystère. Pourtant, réduire Claude François à son dernier jour serait oublier que toute son existence fut traversée de zones d'ombre. Derrière la star adulée, il y avait un homme redouté. Ses colères étaient célèbres. Un musicien mal préparé, une danseuse en retard et la tempête éclatait. Il répétait jusqu'à l'obsession, corrigeait chaque geste, contrôlait chaque sourire. Ces spectacles millimétrés et grandioses doivent leur éclat à cette rigueur. Mais ce qui émerveillait le spectateur brisait souvent ses équipes. Visionnaire de la scène moderne, il était aussi pour beaucoup un tyran impossible à satisfaire. Sa vie sentimentale n'était pas moins tumultueuse. Après un mariage bref et malheureux, Claude François accumulait les conquêtes. Mais c'est surtout sa liaison avec France Gall qui déchaîne encore les passions. Elle n'avait que 17 ans quand ils se sont rencontrés. À l'époque, la presse racontait une romance étincelante. Aujourd'hui, le regard a changé. Ce que l'on voyait alors comme une idylle semble désormais le récit d'une emprise. France Gall elle-même, des années plus tard, décrira la jalousie maladive de Clo-Clo, sa volonté de tout contrôler, son caractère parfois étouffant. Après elle, d'autres jeunes femmes, parfois à peine majeures, sont entrées dans sa vie. Ces liaisons, tolérées par une société moins attentive aux rapports de domination, apparaissent désormais comme un point noir indélébile de son héritage. Et comme si cela ne suffisait pas, une révélation posthume venue ternir davantage l'image. L'existence d'une fille cachée, Julie Bouquet, née en 1977 d'une relation avec une adolescente mineure. Pendant 40 ans, ce secret est resté enfoui. Ce n'est qu'en 2018, grâce à un test ADN, que la filiation a été reconnue. Ce scandale tardif a bouleversé l'opinion. Pour certains, il rappelait que derrière la légende, il y avait un homme faillible comme tant d'autres, avec ses erreurs et ses contradictions. Pour d'autres, il confirmait l'idée d'un comportement irresponsable et d'une vie privée marquée par les excès. Dans le domaine professionnel, aussi, les polémiques étaient constantes. Claude François remplissait les salles, vendait des millions de disques, mais il n'a jamais conquis les critiques. À leurs yeux, il symbolisait la variété commerciale, la musique de divertissement, loin de la profondeur poétique de Brel, Brassens ou Ferré. Lui revendiquait au contraire une approche moderne, inspirée du show business américain. Refrains accrocheurs, costumes brillants, chorégraphie spectaculaire. Ce que les intellectuels méprisaient, le public l'adorait. Clo-Clo, en réalité, avait compris avant beaucoup que la musique était aussi une industrie. Il se construisait comme une marque, soignant son image, contrôlant sa presse, anticipant déjà l'ère des mégastars mondialisés. Cette vision avant-gardiste avait un coût. Contrôler tout signifiait ne jamais s'arrêter. Les répétitions se prolongeaient jusqu'à l'épuisement, les collaborateurs défilaient au gré de ses exigences, la pression devenait insoutenable.
Certains se souviennent d'un génie qui voyait plus loin que tous, d'autres avouent des années plus tard la peur quotidienne de le décevoir. La contradiction est flagrante. L'homme qui faisait danser la France vivait lui-même dans la hantise de l'imperfection, incapable de relâcher la pression, prisonnier de son exigence. Comme si ces tensions ne suffisaient pas, d'autres rumeurs venaient brouiller son image. On le disait bisexuel, on lui prêtait des liaisons masculines. Rien n'a jamais été confirmé, mais l'ambiguïté persistait, alimentant la fascination. Sur scène, Claude François incarnait une virilité flamboyante. Dans les coulisses, il restait une énigme. Chaque bruit, chaque murmure, chaque insinuation nourrissait un peu plus le personnage. Car au fond, ce n'étaient pas les certitudes qui faisaient de Clo-Clo un mythe, mais les zones d'ombre. Revenir à sa mort, c'est nouer toutes ces contradictions. Des biographes ont rappelé une succession de coïncidences troublantes, une vérification électrique reportée, un déplacement imprévu, un retour à Paris qui n'aurait pas dû avoir lieu ce week-end-là. Pour certains, trop de hasards finissent par dessiner une fatalité. Les autorités, elles, n'ont jamais retenu autre chose qu'un accident domestique. Mais l'écart entre la froideur des rapports officiels et la richesse des imaginaires explique la longévité du mystère. Ces funérailles, à Danemois, révèlent la dualité du personnage. Des milliers de fans en larmes couvrent sa tombe de fleurs. Dans le même temps, les éditoriaux rappellent ses colères, son autoritarisme, ses liaisons controversées. À la télévision, on rediffuse des shows éclatants. À la radio, d'anciens collaborateurs racontent les nuits blanches, la fatigue, les obsessions. La France est partagée entre la gratitude pour les refrains joyeux et la gêne devant l'homme complexe qui se cache derrière ses masques. Après 1978, la légende s'est construite et reconstruite sans cesse. Albums posthumes, documentaires, expositions, jusqu'au biopic qui relance le débat auprès des nouvelles générations. Chaque décennie ravive les mêmes interrogations. Était-ce un génie visionnaire ou un despote colérique? Un séducteur irrésistible ou un homme abusant de son pouvoir? Un perfectionniste admirable ou un névrosé prisonnier de ses obsessions? Sa mort brutale ne répond à aucune de ces questions, elle les concentre toutes. Et peut-être est-ce là la clé de sa fascination. Claude François n'est pas mort d'un accident. Il est mort comme il l'avait vécu, dans la tension permanente entre la lumière et l'ombre, entre la gloire et le scandale. Ses chansons continuent de faire danser, mais son histoire intime continue de troubler. Sa disparition a figé son image dans un double mouvement, celui d'une joie éternelle et celui d'un malaise persistant. Plus de 40 ans après, on chante encore ses refrains dans les mariages et les soirées, mais à chaque reprise, une question flotte, invisible. Qui était vraiment Claude François? Un artiste de génie? Un patron tyrannique? Un séducteur insatiable? Un homme tourmenté? Sans doute tout cela en même temps. C'est cette ambiguïté, cette complexité irréductible qui nourrit la légende. Clo-Clo reste un mystère. Et peut-être le restera-t-il toujours. La mort de Claude François ne fut pas seulement la disparition d'un chanteur. Ce fut un séisme culturel, une onde de choc qui traversa la France entière et laissa une cicatrice encore visible aujourd'hui. Dès l'annonce, des foules se pressèrent devant son appartement parisien, puis à Danemois, son moulin transformé en demeure familiale. Les larmes coulaient, les cris résonnaient, et un silence pesant s'installait dans le pays. Pour beaucoup, c'était comme perdre un membre de la famille, celui dont les chansons accompagnaient chaque fête, chaque mariage, chaque été au bord de la mer. Mais cette émotion collective n'alla pas sans fracture. Très vite, le discours public se divisa. D'un côté, les admirateurs, inconsolables, voyaient en lui une victime de son propre destin, un martyr de l'exigence et de la célébrité. De l'autre, des voix plus critiques rappelaient ses colères, ses conquêtes, ses excès. Dans les colonnes des journaux, on oscillait entre l'hommage et le procès. L'image lumineuse de l'idole se mêlait désormais à l'ombre d'un homme imparfait, complexe, parfois inquiétant. Ses proches collaborateurs, eux, parlaient avec une émotion mêlée de douleur et de vérité. Certains racontaient le patron intraitable, dur, presque insupportable. Mais tous reconnaissaient aussi son génie, sa capacité à transformer un détail en feu d'artifice, un simple refrain en tube éternel. Les Claudettes, ces danseuses, témoignaient d'un univers à la fois magique et éprouvant.
où la gloire se payait au prix de la sueur et de la discipline. Beaucoup, malgré la dureté, pleuraient sincèrement l'homme qui avait changé leur vie. Dans les semaines qui suivirent, les ventes de ces disques explosèrent. Alexandrie Alexandra, sorti à titre posthume, devint hymne national de la nostalgie, symbole d'une fête interrompue. Chaque passage à la radio était à la fois célébration et déchirure. La voix de Clo-Clo résonnait encore plus fort parce qu'elle appartenait désormais au passé. Et ce paradoxe alimentait l'émotion. Plus il disparaissait, plus il semblait présent. Pour ses deux fils, Claude Junior et Marc, le choc fut immense. Ils n'avaient que 8 et 9 ans. Derrière les paillettes et les hommages, il y avait 2 enfants confrontés au vide. Leur mère, leurs proches, tentèrent de protéger leur intimité, mais rien ne pouvait effacer le poids d'un héritage aussi lourd. Grandir en tant que fils de Claude François signifiait porter à la fois l'admiration et les jugements. La disparition du père ouvrait une plaie intime qui, des décennies plus tard, reste encore sensible. La société française, elle, trouva dans cette mort brutale un sujet de débat plus large. On parla de la solitude des idoles, de la cruauté d'un système qui exige toujours plus, de la frontière fragile entre l'artiste et l'homme. Certains voyaient en Claude François la première victime visible de ce que l'on appellera plus tard la machine à broyer des stars. À travers lui, on interrogeait l'équilibre impossible entre l'exigence artistique et la survie psychologique. Dans les années qui suivirent, les documentaires et les biographies se multiplièrent. Certains construisaient un panthéon, idéalisant l'artiste. D'autres fouillaient dans les ombres, exposant ses contradictions. Chaque nouvelle enquête rallumait la même controverse. Fallait-il séparer l'homme de l'artiste ? Pouvait-on continuer à danser sur cette année-là, tout en sachant les excès de celui qui l'avait écrite ? La réponse ne fut jamais unanime. Et c'est précisément cette division qui entretint l'intensité de l'émotion. Aujourd'hui encore, près d'un semi-siècle après, il suffit qu'une de ces chansons passe à la radio pour que ressurgissent les images de 1978, la stupeur, les pleurs, les fleurs entassées devant le moulin de Danemois. La mémoire de Claude François n'a jamais été paisible. Elle est toujours prise dans une tension. D'un côté, la fête, la joie, la sursens. De l'autre, la violence, les excès, les ondes d'ombre. C'est peut-être cela qui explique que son souvenir reste si vivace. Il ne nous laisse pas tranquilles, il nous interpelle encore. En définitive, les conséquences de sa mort ne se mesurent pas seulement en disques vendus ou en hommages rendus. Elles se mesurent dans cette incapacité collective à tourner la page. Claude François n'est pas simplement une star disparue, il est devenu une énigme affective, un miroir de nos contradictions. Sa mort fut le climax d'une vie vécue à 100 à l'heure et le point de départ d'une légende qui, loin de s'apaiser, n'a cessé de grandir. Plus de 40 ans après sa disparition, Claude François demeure une énigme vivante. Ses chansons continuent de résonner dans les mariages, dans les stades, à la radio, comme si elles n'avaient jamais vieilli. Alexandrie Alexandra, cette année-là, Magnolias Forever, autant de refrains qui font encore danser, comme si Clo-Clo était toujours là. Mais derrière ces mélodies joyeuses subsiste l'ombre d'un homme tourmenté, perfectionniste jusqu'à l'excès, parfois destructeur pour lui-même et pour les autres. Sa mort brutale a figé son image, celle d'un éternel jeune homme blond, toujours souriant, éclatant sous les projecteurs. Pourtant, les révélations successives, les biographies, les témoignages, ont nuancé le portrait. Clo-Clo n'est plus seulement l'idole solaire des années 70, il est aussi devenu un symbole des contradictions du star system, la gloire et la solitude, l'amour et la jalousie, le génie et l'excès. Aujourd'hui, son héritage reste double. Il y a l'artiste, celui qui a révolutionné le spectacle en France,
qui a donné à la variété une énergie et un professionnalisme inédits. Et il y a l'homme, avec ses colères, ses amours troublantes, ses secrets dévoilés bien après sa mort. Les deux ne peuvent être séparés, et c'est sans doute cette complexité qui alimente encore la fascination. Claude François est-il mort d'un accident banal, ou bien son destin cache-t-il encore des zones d'ombre? La vérité a-t-elle été totalement révélée, ou bien reste-t-il des secrets que nous ne connaîtrons jamais? Peut-être que la force des mythes réside précisément là, dans ceux que nous ne saurons jamais complètement. Et vous, qu'en pensez-vous? Claude François était-il un génie visionnaire ou un homme prisonnier de ses propres démons? Son héritage vous inspire-t-il admiration ou malaise? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires où la lumière et l'ombre se rencontrent.